Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020. Il est 19 h. Je suis actuellement à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Bien entendu, comme vous le savez, depuis quelques mois, nous sommes principalement en web diffusion, mais aussi les membres du Conseil sont par visioconférence. Alors, ce soir, l'ensemble des membres du conseil municipal sont présents, sauf le conseiller municipal du quartier numéro 3, M. Danny Saint-Pierre, qui se faisait opérer aujourd'hui, donc un rendez-vous médical en fin de journée. Alors, plutôt difficile pour lui d'être avec nous ce soir. Alors, cette séance elle est ouverte par M. Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt ce soir à l'ordre du jour. À l'ordre du jour ce soir, vous avez les points. L'ordre du jour est donc adopté tel quel, mais avec un ajout en 17.2, avec une motion sans préavis. Et donc, sous cet ordre du jour qui est proposé par Nathalie Ricard, appuyée par M. Jacques Demers. Alors, voilà. Nous arrivons au point numéro 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre dernier. Alors qui est proposé par Jacques Demers, appuyé par Serge Gagnon. Avant d'aller au dépôt de documents, je voulais profiter de cette soirée pour faire une petite introduction à vous tous et à toutes à la maison. Avant de débuter cette séance du conseil municipal, j'aimerais prendre un instant pour dire quelques mots à l'intention des citoyens qui nous écoutent à la maison. Tout d'abord, j'aimerais souligner qu'avec le mois de novembre arrive le Movember, une vaste campagne de sensibilisation à travers le monde où les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache afin de soutenir la santé des hommes en général. C'est aussi le mois de Neuvembre, une initiative 100% québécoise qui se concentre exclusivement sur la cause du cancer de la prostate. Les participants sont invités à porter durant ce mois le nœud de papillon. C'est d'ailleurs en appui à cette campagne de financement qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en porter un. Mais novembre, ce n'est pas seulement la lutte contre le cancer de la prostate, c'est aussi durant ce mois que s'est déroulée la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, soit le 11 novembre 1918. Le 11 novembre est ainsi devenu le jour du souvenir en mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Ainsi, c'est en leur mémoire que les élus, dont moi-même et les membres de la direction de la Ville de Terrebonne, portons le coquelicot ce soir. J'en profite pour vous mentionner que la Ville de Terrebonne appuie la campagne nationale du coquelicot qui vise à aider les vétérans de la guerre de notre communauté. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un drapeau avec le coquelicot flotte présentement devant l'hôtel de ville. Cette année, puisque les rassemblements sont interdits en raison de la pandémie, il ne pourra y avoir de cérémonie extérieure et de dépôt officiel de couronne ce mercredi. Je vous invite donc à suivre les cérémonies sur la page Facebook de la Légion 120 Mascouche Terrebonne-Height. Nous avons un devoir de mémoire envers ceux qui sont morts pour leur pays. C'est donc en leur honneur que j'inviterai les gens présents dans la salle, mais aussi à la maison, à se lever et à tenir un moment de silence avant de débuter cette séance du Conseil. Alors, merci à tous. Alors, Monsieur le greffier, pour le dépôt des documents ce soir. Merci. Donc, au point 5A, les procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires du 21 et 28 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020. En B, le rapport des créations et abolitions de postes permanents. En C, rapport des embauches et nominations pour le mois de septembre 2020. En D, les licenciements, sanctions, règlements de grief et fin d'emploi pour la période du 26 septembre au 21 octobre 2020. Et en E, le rapport du résultat de l'évaluation d'une fonction. Alors, merci beaucoup, Monsieur le greffier. Nous arrivons donc à la toute première période des questions pour les questions reçues avant 16 heures aujourd'hui.
Donc, je cède donc la parole à la voix de nos citoyens. Alors, Madame Marie-Pierre Couture, alors je vous cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, on a une première question de Marilyn Flores, domiciliée au 73-61 Chemin Forêt. La question va comme suit. Bonjour à vous. Est-ce que c'est normal de se faire réveiller au samedi matin, ma famille et mon voisin, Chemin Forêt et Curé Barrette, par des coups de feu, des coups de 12 à réveiller ma fille de 10 ans? Elle était en panique. Nous ne sommes pas à Bagdad, nous sommes à la plaine à Terrebonne. 5 chasseurs tirent du 12 à 6 heures AM, en mettant en panique tout le voisinage. Nous avons tous porté plainte à la police le samedi 6 novembre. S'il vous plaît, aidez-nous à avoir un esprit de paix dans notre quartier. Il y a une école pas loin, il y a des enfants. S'il vous plaît, aidez-nous. Merci. Alors, bonsoir, Madame Flores. Tout d'abord, je peux comprendre votre réaction à une situation qui vous était probablement inconnue avant aujourd'hui. Tout d'abord, dans le cas de la chasse, c'est important de souligner que celle-ci est permise dans certaines zones visées, dont celle que vous ciblez par votre question ce soir. Évidemment, les chasseurs doivent respecter la loi, les lois qui sont souvent régies à la fois par le provincial et le fédéral. Nous sommes actuellement en période d'ouverture de chasse et la chasse est permise à 6 heures du matin. Elle est en fait permise de 30 minutes avant la levée du soleil jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. Il est à noter que les chasseurs doivent se retrouver à plus de 300 mètres de tout bâtiment pour exercer cette activité. Le service de police invite tout citoyen à contacter le 911 si la chasse se fait à moins de 300 mètres d'un bâtiment. Évidemment, lorsqu'on dit 300 mètres d'un bâtiment, c'est sur des terrains où c'est autorisé, comme par exemple, ça peut être une terre agricole ou certains secteurs qui sont bien déterminés sur le territoire de la ville de Terrebonne. Alors, c'est la réponse que je souhaitais vous donner. Bien sûr, si jamais il y a non-respect de la législation tant fédérale et provinciale en matière de chasse, vous devez communiquer rapidement avec le 911, mais il faut vous assurer que ces chasseurs se trouvent à moins de 300 mètres de résidence ou de bâtiment sur le territoire de la ville de Terrebonne. C'est comme ça à Terrebonne, mais aussi dans toutes les villes du Québec, généralement, qui fixent des limites qui sont normées par les lois. Alors voilà, merci, bonne soirée. Je vous donne la parole. Attendez. Allez-y. Merci. Donc, deuxième question, Robert Auger, domicilié au 11-16 de Laricana. La question va comme suit. Bonsoir, Monsieur le maire. Nous apprenions récemment par la voie des médias que certains des pourparlers en cours entre les autorités municipales et le propriétaire évoluent. On mentionne qu'il y aurait possibilité d'une entente imminente sur les différents litiges juridiques. Tant mieux, il n'en demeure pas moins que la préoccupation réelle des résidents du quartier est au-delà des litiges juridiques, mais bien le règlement global du dossier qui traîne depuis 2016 maintenant. Votre administration avait positionné le dossier de sauver le golfe du Boisé comme une priorité en 2017 et son engagement à maintenir le zonage du site. En mai 2019, la réserve foncière sur le site arrivait à terme, octroyant ainsi à la Ville l'option de s'adresser aux tribunaux pour forcer l'acquisition du site. Plutôt que de le faire, la Ville s'est prévalue de son droit d'étendre de 2 autres années la réserve, reportant le dossier à mai 2021. En fait, compte tenu que le dossier figurait dans vos priorités et votre intention de maintenir le zonage, je me demande pourquoi la Ville n'a pas saisi la première opportunité qui s'est présentée. Si on l'avait fait, le clubhouse ne serait pas en décrépitude et on serait aujourd'hui à la fin du processus et de la réappropriation du site au bénéfice des citoyens de la Ville, plutôt que de reporter de plusieurs années le règlement. Alors, bonsoir, M. Auger. Pour les gens qui nous écoutent ce soir, je pense que c'est important de souligner que M. Auger est un candidat de la formation politique Mouvement Terrebonne dans le quartier Le Boisé, les Vignobles.
pense que c'est important de le souligner parce que la question est certainement très liée à des enjeux d'ordre politique. Tout d'abord, ce soir, je ne commenterai pas les discussions ou non avec l'actuel propriétaire sur différents litiges juridiques. Vous comprendrez que ce serait hautement spéculatif et très téméraire de ma part de discuter de ces éléments-là sur la place publique. Maintenant, est-ce que ça signifie, comme je l'ai déjà confirmé, est-ce qu'il y a un dialogue avec l'actuel propriétaire? La réponse, c'est oui. Et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde, pour les citoyens, mais aussi pour la Ville de Terrebonne, parce que je pense que le dialogue, c'est toujours la meilleure solution à tout dossier. Dans un premier temps, je veux aussi dire que je suis un peu surpris de votre question, M. Auger, ce soir. Vous savez, nous avons à maintes fois expliqué que l'avis de réserve avait été renouvelé parce que les études techniques n'avaient pas été complétées. Rappelons-nous qu'en mai 2019, la Ville était devant le tribunal pour obtenir le droit d'aller sur le terrain de l'ancien golfe du Boisé pour réaliser les études techniques lui permettant de faire l'évaluation du terrain. C'est ce qui avait alors justifié pour le Conseil de renouveler la réserve foncière puisque nous n'avions pas donc terminé et fait les travaux d'analyse qui étaient nécessaires pour un tel dossier. Dans un deuxième temps, et à plusieurs reprises, je l'ai expliqué que les lois actuelles, notamment en matière d'expropriation, faisaient en sorte que les coûts d'acquisition, lorsqu'on voulait forcer le jeu, pouvaient s'avérer fort astronomiques. On n'a qu'à se rappeler le dossier des corridors de biodiversité qui se trouve actuellement toujours devant le tribunal administratif du Québec, pour lequel la Ville de Terrebonne a déjà jusqu'à maintenant payé jusqu'à 71 millions de dollars pour son acquisition. Et les pénalités, donc, seront peut-être connues dans les prochaines semaines, prochains mois, devant le tribunal. Ce qui fait que l'expropriation, avec la loi actuelle, ça peut faire en sorte que les coûts et la facture vont être beaucoup plus élevés que ce qu'on l'aurait souhaité. Vous conviendrez avec nous ce soir que nous dirigeons donc le portefeuille des citoyens et qu'on se doit d'agir de façon rigoureuse dans l'analyse de nos dossiers. Là où je suis un peu surpris aussi, puis en même temps, ça éclaircit les enjeux d'ordre politique pour la prochaine année. De par votre question, j'en comprends que vous auriez souhaité que la Ville de Terrebonne aille avec une expropriation du terrain. C'est votre décision comme formation politique, comme candidat politique, mais ce n'est pas l'avenue que l'actuel conseil municipal a pris pour tous les enjeux de risque à la fois budgétaires et financiers qui peuvent y survenir. Alors, on aura l'occasion au cours des prochains mois d'en discuter plus amplement. Le conseiller municipal Jacques Demers aura l'occasion, éventuellement lorsqu'il le pourra, de s'adresser à l'ensemble de la population du quartier. Mais d'ici là, je veux rassurer les citoyens de Terrebonne, mais surtout du secteur de l'ancien golfe du Boisé. Notre intention est claire. Dans le programme triennal d'immobilisation, c'est de faire une acquisition de gré à gré. Notre souhait, c'est de ne pas changer le zonage actuel et on l'a manifesté clairement et unanimement par le Conseil au cours des 3 dernières années. Et les gens qui nous écoutent, je peux vous dire une chose, nous n'allons pas vous amener dans des situations juridiques coûteuses pour la Ville de Terrebonne. Nous voulons dialoguer avec les intervenants et c'est la direction que nous allons prendre. Maintenant, les gestes sont clairs. Maintenant, la situation est claire. Vous avez une administration qui, elle, veut dialoguer. Alors, je vous remercie de votre question, M. Auger. On aura certainement le temps d'en débattre plus amplement lors de la campagne électorale l'an prochain, au mois de septembre 2021. Merci. Alors, prochaine question. Alors, troisième question de Mme Valérie Doyon, domiciliée au 580 Sentier de la Forêt. La question se lit comme suit. Bonsoir, Monsieur le maire. Nous apprenions récemment l'acquisition du magnifique site du golfe Le Mirage par le groupe immobilier Messier, Savard et Associés. Le groupe a affirmé ses intentions de poursuivre les opérations et la destination actuelle de golf. Néanmoins, vous comprendrez que, vu la saga entourant plusieurs autres golfs sur la rive nord de Montréal, l'acquisition du site par un groupe immobilier soulève des inquiétudes.
En fait, ce ne serait pas la première fois qu'un groupe immobilier renie ce genre d'engagement. Le golfe du Mirage est prisé et contribue au rayonnement de la ville. Monsieur le maire, j'aimerais savoir si la ville s'est assurée que l'ensemble des mesures pouvant être prises pour garantir la protection des usages actuels du site ont été prises et si nous pouvons réitérer de façon claire qu'il n'y a aucune ouverture à un changement au zonage actuel. Merci. Bien, tout d'abord, bonsoir, Madame Doyon, une autre candidate de Mouvement Terrebonne. Alors, je vois que vous vous intéressez à ce dossier. Alors, c'est important de le souligner parce que les gens qui nous écoutent veulent aussi savoir les questions par qui ils sont posées, puis est-ce qu'il y a donc une dynamique d'ordre politique. Alors, puisqu'on est dans une année préélectorale, bien, il faut croire que plusieurs trouvent moyen de vouloir poser des questions et c'est légitime et c'est très correct dans notre démocratie. Il faut saluer. Pendant tellement d'années, cette ville n'avait pratiquement pas d'opposition, ou ni même de citoyens organisés qui souhaitaient poser des questions et présenter des points de vue différents. Alors, je salue. Maintenant, quant au golfe Le Mirage, je tiens à souligner que celui-ci est en zone verte, donc normé par la CPTAQ, la Commission des protections des terres agricoles du Québec. Donc, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Terrebonne. Les probabilités d'un développement sur ce terrain sont, je dirais, très faibles, voire quasi impossibles, surtout au cours de la prochaine décennie. Tout changement au zonage actuel, puisque c'est zoné agricole, sur ce terrain, devront nécessairement recevoir l'approbation de la CPTAQ. Considérant que la ville de Terrebonne a du développement sur son territoire pour les 20-25 prochaines années. Considérant donc tous ces enjeux-là, je serais très surpris qu'il y ait d'abord du gouvernement du Québec, mais aussi de la CPTAQ, toute demande, tout changement au zonage actuel. Alors, je pense que les citoyens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. La ville de Terrebonne ou qui que ce soit n'a pas été rencontré, n'a pas l'intention de discuter ou faire quelconque changement. À ce moment-ci, le zonage existe depuis nombre d'années et donc, ça va être très difficile pour qui que ce soit faire des changements au zonage actuel qui prévaut sur ce terrain. Alors, merci. Madame Doyon, je vous souhaite une belle soirée. Alors, c'est ce qui met un terme, je crois, à la première période de questions. Alors, merci à tous. Alors, nous arrivons donc au point 8.1. Alors, Monsieur le greffier, je vous cède la parole. Merci. Donc, à l'article 8.1, il est résolu que le Conseil adopte le règlement permettant l'aménagement d'un établissement situé au 1309 boulevard des Seigneurs pour des fins de service de garde en garderie. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Simon Paquin. À l'article 8.2, il est résolu que le Conseil autorise M. Alain Marcoux, directeur général, à signer l'entente tripartite entre la Ville de Terrebonne, le Centre de services scolaires des affluents et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 8.3, il est résolu que le Conseil approuve la promesse de cession par la Ville de Terrebonne en faveur du Centre de services scolaires des affluents, soit une partie du lot ayant front sur la future avenue Gabriel-Roy et totalisant une superficie de 32 000 m², et ce, selon les termes et conditions mentionnés à la résolution. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. Monsieur le maire, je voulais juste poser peut-être Monsieur Fortin. Monsieur Fortin, oui. À la période, aux minutes des conseillers, je vous donnerai la parole à ce moment-là. Ça va? Merci. À l'article 9.1, il est résolu que le Conseil autorise l'amendement budgétaire d'une somme de 672 000 $ provenant des revenus de droits de mutation et corrige ainsi le financement prévu par ces revenus de droits de mutation. Alors, proposé par Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 9.2, il est résolu que le Conseil prenne connaissance du rapport des états comparatifs des revenus et dépenses et que le Conseil autorise un amendement budgétaire en appropriant la somme de 4 317 000 $ de l'aide financière du gouvernement du Québec pour atténuer l'impact financier de la pandémie en date du 30 octobre 2020.
Proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 10.1, il est résolu que le règlement modifiant le règlement décrétant des travaux de construction d'une conduite d'aqueduc et de réfection de la chaussée et prévoyant un emprunt au montant de 1 884 000, et ce, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 2 177 000 et modifier la répartition des coûts, soit adopté sous le numéro 719-2, que le Conseil remplace la tenue de registre par la consultation par appel de demande écrite, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 10.2, il est résolu que le Conseil approuve le coût des travaux supplémentaires de construction Genesis Inc. pour le réaménagement de la rue Georges VI au montant de 189 319. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 10.3, il est résolu que le Conseil autorise un montant de 173 029 $ qui servira à payer les travaux supplémentaires à la société Pavage des Moulins, Inc., concernant les travaux supplémentaires pour les trottoirs, la piste cyclable, les feux de circulation et l'éclairage sur le chemin Gascon entre les autoroutes 25 et 640. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. À l'article 10.4, il est résolu que le Conseil approuve le coût des travaux supplémentaires pour la compagnie Pavage Multipro, Inc., au montant de 36 122. Proposé par Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. À l'article 10.5, il est résolu que le Conseil autorise les amendements budgétaires suivants à la suite de la réception et l'encaissement d'un chèque par une compagnie d'assurance relativement à des dommages causés à des véhicules de la ville. Excuse, M. le Président, on a un problème à entendre M. le greffier. OK. On va attendre un petit instant. On va recommencer le point 10.5. Est-ce que ça va mieux, M. Maisonneuve? Donc, à l'article... Pour moi, ça va. C'est quand c'est M. le greffier qui parle que ça coupe. M. le greffier, essayez de parler sans couper. Allez-y. Sinon, on peut changer de micro. À l'article 10.5, il est résolu que le Conseil autorise les amendements budgétaires suivants à la suite de la réception et l'encaissement d'un chèque par une compagnie d'assurance relativement à des dommages causés à des véhicules de la ville. Au point A, un véhicule de police numéro 201 pour un montant de 3 839. Au point B, un véhicule de la Direction du loisir et de la vie communautaire pour un montant de 5 117. Au point C, un véhicule de police pour 24 085. Au point D, un chargeur sur roue pour 31 640. Proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 10.6, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 777 décrétant des travaux de conversion des lampadaires de type Cobra Ed au DEL et pour en payer le coût, un emprunt montant de 4 455 000. L'avis de motion est donné par M. Serge Gagnon. À l'article 11.1, il est résolu que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 2795 Monté-Gagnon, considérant que la société Construction Polyconcept Inc. a rempli ses obligations. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.2, il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer la promesse d'échange, incluant toute modification mineure qui pourrait y être apportée, ainsi que tout document nécessaire pour y donner plein effet, et que les frais et honoraires juridiques soient à la charge de Métro Québec Immobilier, Inc. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.3, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1001-323, modifiant le règlement de zonage 1001, afin de créer une zone et modifier la grille d'usage et normes, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un appel de commentaires écrit pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation, conformément à l'arrêté ministériel, et avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1001-323. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.4, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1001-324, modifiant le règlement de zonage 1001 afin de permettre certains usages municipaux
dans toutes les zones à l'intérieur du périmètre urbain qui ne sont pas situées dans les aires d'affectation conservation secteur de mise en valeur, applicable au programme particulier d'urbanisme concernant les secteurs du ruisseau de Feu, ainsi qu'usage contraignant tel qu'identifié au plan d'urbanisme, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un appel de commentaires écrit en remplacement de l'Assemblée publique de consultation conformément à l'arrêté ministériel, et avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1001-324. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Réal Leclerc. À l'article 11.5, il est résolu que le Conseil autorise la transmission à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'une demande de dispense pour la conclusion d'un contrat de tri et conditionnement des matières recyclables de gré à gré avec Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 12.1, il est résolu que le Conseil acquiesce à la proposition de la ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du versement en service de dette d'une subvention relative au programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2020-2021. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 12.2, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la somme de 35 591 à la firme Gestion Vincent et Limoges Inc., afin de couvrir les frais additionnels imposés par le contexte de la pandémie dans la mise en place des programmes réguliers de camps de jour de la Ville pour l'été 2020. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 13.1, il est résolu que le Conseil entérine la lettre d'entente 2020-04-BL intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 23-26 et la Ville. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ballavance. Point 17.1. Donc, on est dans les dépôts de propositions par les membres du Conseil. Il est résolu que le Conseil invite la Société d'histoire de la région de Terrebonne à désigner un représentant pour agir comme membre du Conseil d'administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et que copie de la résolution du Conseil soit transmise au président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire et au président de la Société d'histoire de la région de Terrebonne. Alors, c'est proposé par M. Marc-André Michaud, appuyé par Nathalie Lepage. Alors, M. Michaud, il y a une demande de vote. Alors, je vous donne votre droit de parole pour présenter votre résolution. Oui. Le 350e de notre grande ville arrive à grands pas. Et pour ce faire, la ville a créé, en fait, un organisme à but non lucratif pour piloter. Et de l'autre côté, on a pensé à... Il n'est pas partie en ce moment du conseil d'administration de l'organisme non lucratif qui piloter fête actuellement 40e anniversaire, mais sont composés de gens d'une rigueur exceptionnelle. Et on l'a vu, mais je pense que les gens l'ont vu aussi, et mes collègues aussi membres l'ont vu dans le cadre du changement de zonage en fait, là, dans le lieu Terrebonne. Ces gens-là ont soumis un mémoire, et ce mémoire-là était d'une clarté, il était efficace, et c'est rare qu'on voit des organismes comme ça s'impliquer pour la communauté. Et en ce moment, sur le conseil d'administration, oui, il y a des acteurs importants, je ne nie pas, il y a des gens très importants et exceptionnels, mais il y a un trou. Puis ce trou-là, c'est l'histoire. Et l'histoire de Terrebonne, c'est ce qu'on va fêter. Et ce que je trouve dommage en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de place pour cet organisme-là, au moins pour une personne de cet organisme-là, sur le conseil d'administration. Et là, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, chers membres du conseil, c'est d'inviter que l'organisme à but non lucratif qui organise, en fait, les 350e, que le conseil de ville les invite à accueillir une personne de la Société d'histoire. On respecte leur indépendance. Cependant, on est la ville de Terrebonne et c'est normal qu'on donne certaines directives. Et je pense qu'ici, c'est un souhait qu'on exprime en tant que conseil de ville. Et c'est un souhait, je pense, qui est vraiment souhaitable pour avoir ces gens
qui ont déjà démontré dans le passé une expertise vraiment formidable pour le bénéfice de tout le monde. Merci, M. Michaud. Alors, Mme Nathalie Ricard souhaitait intervenir. Alors, Mme Ricard, on vous écoute. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, sur le principe, la Ville de Terrebonne reconnaît amplement l'importance de la Société d'histoire, notamment en prévision de son 350e anniversaire. Il faut savoir qu'à titre de présidente de la Commission de la culture, notre intention était de créer un OBNL pour agir en son nom pour la réalisation entourant les festivités du 350e. Cette corporation, à durée et mandat limité, fera partie des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne, dont les règles de gouvernance sont établies par le conseil municipal. D'ailleurs, les membres fondateurs ont fait le choix de s'adjoindre des représentants ayant des profils différents et complémentaires qui siégeront à titre personnel et non en représentant de l'organisme ou institution. Par ailleurs, la Ville pourrait déléguer des membres citoyens, mais il n'est pas prévu à notre politique de gouvernance que nous pouvions déléguer un représentant d'organismes ciblés. Ainsi, le conseil municipal serait en contradiction avec ses propres règlements en invitant cette corporation à faire une place à son conseil d'administration pour un membre issu d'un organisme. Pour le conseil municipal, nous réfléchissons aux modalités pour choisir ou non 2 citoyens pour le représenter au CA de la corporation. À cette étape-ci, il n'y a pas d'urgence d'agir. Pour votre information, lorsque la Ville de Terrebonne mandate un OBNL d'initiative municipale, elle le reconnaît comme un organisme partenaire agissant dans la mise en œuvre de ses politiques de loisirs, de vie communautaire, de culture, de sport, d'activité physique et de plein air, d'environnement et de développement durable. À ce titre, un OBNL d'initiative municipale est donc un mandataire public imputable envers son mandat. En effet, quels que soient les motifs pour lesquels la Ville de Terrebonne externalise un service public plutôt que de l'administrer soi-même, avec ses propres ressources professionnelles, financières et matérielles, sa responsabilité publique reste entière. Malgré les structures de gouvernance de chacun des organismes mandataires de la Ville, le conseil municipal et le maire demeurent donc ultimement imputables à la gestion des activités et de la prestation des services des organismes auxquels ils ont confié un mandat de service public. Pour moi, la résolution 17.1 est une intrusion politique dans la structure de gouvernance de la corporation et contraire à l'esprit des recommandations de l'Institut de gouvernance, le IGA. Je pense que le conseil municipal doit faire confiance au président de la corporation, André Chatzkoff, pour assurer une gouvernance optimale et rassembleuse. Le conseil ne devrait pas s'immiscer dans les choix des membres de la corporation et s'en tient aux nombreuses directives issues de la politique encadrant les organismes mandataires de la Ville de Terrebonne. Enfin, soulignons que de nombreux comités seront formés par la Corporation du 350e de Terrebonne et que de nombreux partenaires seront sollicités afin de soutenir le travail à faire. Je demeure optimiste que la Société d'histoire puisse contribuer à l'un des comités. Ainsi, j'invite mes collègues à ne pas appuyer cette résolution. Merci. Merci, Mme Ricard. Est-ce que d'autres membres souhaiteraient s'exprimer avant la votation? Oui, Monsieur le Président. André Fontaine, j'aimerais m'exprimer. Je comprends l'indépendance de la corporation. Je comprends aussi qu'on ne veuille pas mettre de représentants d'organismes sur la corporation. Je comprends tout ça. Mais n'empêche que cette corporation-là, elle va avoir de l'argent, pour fonctionner, puis c'est bien normal. Cet argent-là vient des citoyens, des payeurs de taxes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, parce que là, la fondation, l'Assemblée de fondation est prévue pour le 19 novembre, je pense.
le mandat et les orientations données à cette corporation-là, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ça? Est-ce qu'on peut voir, peut-être que ça existe déjà, est-ce que c'est possible d'avoir cette information-là concernant le mandat et les orientations que la Ville a données? Parce que je comprends que c'est un organisme indépendant, mais l'ICOP nous disait aussi qu'il fallait, nous, comme Ville, éclaircir et donner des mandats et des orientations aux organismes paramunicipaux à qui on demande de gérer, soit des organismes permanents ou, dans ce cas-ci, un organisme plus éphémère. Alors voilà, ma question c'est, est-ce qu'on pourrait avoir les informations concernant le mandat et les orientations données à cette corporation? Monsieur Fontaine, je prends note de vos questions. J'y répondrai à la fin des interventions et avant de voter, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? S'il n'y a pas d'autres interventions, M. Michaud, souhaitiez-vous compléter, aviez-vous des nouveaux éléments à partir des informations qui viennent de nouveaux éléments ajoutés? Oui, mais juste conclure, là, on parle d'ingérence, là, Seigneur, on parle des festivités du 350e de la ville de Terrebonne. Non, on ne parle pas d'une banque que la ville de Terrebonne va donner des directives. Là. C'est un organisme qu'on a lui-même créé pour célébrer le 350e de notre ville. C'est anormal qu'il n'y a pas personne de la Société d'histoire. C'est ce qu'on fait, l'histoire, pour le 350e. Et je m'excuse. Nous, on n'a pas été consultés, les membres du conseil, ni pour ce qui a été mis dans le PDI avec la maison Meunier. Et là, donc, ce soir, suite au manque de consultation, on vous soumet cette proposition-là. Et c'est une invitation, là. C'est pas de l'ingérence, là. On dit à cette corporation-là, cet organisme à but non lucratif, on leur dit, « Hey, il y a une personne ici que vous n'avez pas pensé, là, la Société d'histoire, bien, ça serait intéressant que vous y pensiez. Ça n'ingère pas, on vous dit juste, ça serait intéressant que vous y pensiez. » Voilà. C'est pas de l'ingérence, c'est un souhait, parce que selon moi, c'est un manque ici qui serait intéressant de combler. Donc, voilà. Vous avez terminé. Alors, ça met un terme aux interventions des membres du conseil municipal. M. Fontaine a posé une question bien précise et je compléterai peut-être avec parmi les propos qui viennent tout juste d'être soulignés. Tout d'abord, M. Fontaine, vous comprendrez que la proposition qui est déposée ce soir a été faite par des membres du conseil municipal et c'est pas une résolution qui préalablement suivait un dossier de la commission de l'exécutif et du conseil, qui est souvent le traditionnel des décisions que nous entérinons aux séances du Conseil. Vendredi qui vient, la commission qui est mandatée sur les ententes et les lettres mandat pour la corporation du 350e sera appelée à travailler sur ce dossier, ce qui devrait normalement amener un dépôt à l'exécutif là, au courant du mois du mois de novembre et donc d'un dépôt au conseil municipal là, qui pourrait venir. Et là, je ne veux pas prendre un engagement le 30 novembre ou le 9 décembre, mais normalement dans les plus brefs délais. Alors pour ce soir, pour répondre à vos questions, vous aurez réponse dès que possible, naturellement, sur les questions que vous soulevez. Les membres de la direction du loisir y ont travaillé amplement au cours des dernières semaines et les membres de la commission mandatée auront l'occasion de s'exprimer. Si vous avez des réflexions à soumettre, je vous invite à les transmettre par écrit à M. Paquin, qui verra donc à en prendre connaissance. Maintenant, écoutez, je vais laisser les membres du Conseil s'exprimer ce soir. Je tiens quand même, puis ça fait quelques reprises qu'on a des discussions sur des résolutions présentées par des membres du Conseil municipal. Moi, j'aurais deux suggestions ce soir. La première, je pense que j'apprécierais dans un souci de travail collectif puis d'inclusion de l'ensemble des membres du Conseil que, dorénavant, les résolutions présentées, souvent déposées le vendredi à 9h moins 5 ou pour la séance de ce soir, que celles-ci fassent l'objet peut-être de discussions entre quelques membres des différents caucus, de façon à ce qu'on puisse s'exprimer avant la séance du Conseil et des fois peut-être de les bonifier. Je tiens à vous dire que ce soir, l'interprétation que moi et plusieurs membres du conseil municipal, quand un conseil municipal vote une résolution, ça a force de loi. Vous savez, le conseil municipal ne parle que par résolution.
dans les faits, tout membre du conseil municipal peut dire ce qu'il veut en dehors des séances du conseil municipal. Les résolutions ont force de loi. Je crois, en toute justesse, que l'adoption d'une telle résolution, même si on invite la corporation à dire « faites une place à tel ou tel organisme », la réalité, c'est que ça a la force de loi et c'est incitatif très clairement. Moi, je pense qu'on aurait très bien pu soumettre l'idée à savoir de quelle manière la corporation compte impliquer que ce soit la Société d'histoire, mais il y a d'autres organismes de la ville qui pourraient être aussi impliqués. Et je pense qu'il faut aussi laisser à la corporation s'organiser, embaucher un coordonnateur ou une coordonnatrice, former sa structure de gouvernance avec des bénévoles, avec des comités de travail. Et on n'est pas rendu là aujourd'hui. Alors, pour moi, cette résolution-là, je la vois plus... moi, j'ai tendance plutôt comme maire, et c'est mon point de vue, puis j'accepte le point de vue de chacun. J'estime qu'elle envoie un message à la corporation qu'elle doit prendre telle ou telle décision. Et je tiens quand même à dire que par le passé, le Conseil avait pris une orientation de ne pas insuffler ou obliger des sociétés paramunicipales à choisir tel ou tel organisme, qu'on souhaitait qu'il y ait une réelle interdépendance, donc une réelle indépendance de ces organismes. Alors moi, je tiendrais à ce qu'on s'en tienne ainsi aujourd'hui, mais en bout de piste, ce sont les membres du Conseil qui voteront et qui décideront s'ils recommandent ou non cette proposition. Alors, voilà. Je pense, Monsieur le greffier, que nous arrivons donc au vote. J'informe les membres du Conseil que c'est une période de votation. Alors, vous devez vous exprimer si vous êtes en faveur ou en défaveur ou contre, si vous préférez que ce soit plus clair. Donc, en faveur ou contre. Vous ne pouvez vous exprimer lors du vote. Lorsque c'est la période de votation, les gens s'expriment uniquement sur leur intention pour, en faveur ou contre la résolution. Alors, je vais y aller quartier par quartier. Je vais nommer vos numéros parce que je n'ai pas la liste des noms de chacun de vos quartiers. Alors, pour faciliter aussi l'exécution du vote pour moi et pour le greffier. Alors, je commencerai tout d'abord par le quartier numéro 1. Alors, êtes-vous en faveur ou en défaveur de la résolution 17.1? En défaveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 2? En défaveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 4? En défaveur, moi aussi. Quartier numéro 5? Défaveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 6? En défaveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 7? Monsieur le Président, je suis en défaveur. Quartier numéro 8? En défaveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 9? En défaveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 10? En faveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 11? En défaveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 12? Il faut ouvrir votre micro, Monsieur. En faveur, Monsieur le Président. Merci. Quartier numéro 13? Je suis contre. Quartier numéro 14? Contre, Monsieur le Président. Quartier numéro 15? En faveur. Quartier numéro 16? En faveur. En faveur. Alors, Monsieur le greffier, les résultats? Donc, la résolution est rejetée à la majorité. 11 contre et 4 pour. Alors, merci. Donc, nous arrivons au point 17.2, motion sans préavis. Alors, Monsieur le conseiller Marc-André Michaud, on vous écoute. Bon, c'est encore des souhaits, Monsieur le maire, je tiens à vous rassurer. Peut-être ceux-ci vont marcher cette fois-ci. Donc, le conseil municipal, en fait, je tiens juste à saluer avec l'ensemble des membres du conseil, en fait, féliciter M. Marc Dupré et Patrick Normand, qui sont deux citoyens de Terrebonne, pour les honneurs à la 10. Et j'invite tous les membres du conseil à se joindre à moi pour leur saluer leur contribution, en fait, et ainsi attribuer des félicitations de la part de la ville de Terrebonne à ces deux personnes. Monsieur Michaud, donc ça prend un proposeur, c'est Monsieur Michaud. Est-ce qu'un secondaire, est-ce que vous acceptez que ce soit un autre membre du conseil ou vous souhaitez, j'ai pas vu c'est Madame Lepage, OK.
Moi, je me suis même proposé, Monsieur le maire, pour montrer que les souhaits pouvaient être exaucés. Alors, c'est proposé par M. Michaud, appuyé par Mme Lepage et adopté à l'unanimité, je crois. Alors, merci. Alors, et voilà donc un très bel exemple d'une différence entre une résolution et une motion. Alors, l'une a force de loi, l'autre de souhait. Mais on peut en débattre juridiquement très longtemps, mais il y a une grande différence entre les deux. Donc, écoutez, nous arrivons, je veux simplement vous dire, la prochaine séance du conseil municipal, qui devrait normalement être sur la même formule que ce soir, donc en web diffusion seulement, et les membres du conseil à distance, aura lieu le lundi 30 novembre à 19h, ici même au 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne. Donc ça, c'est pour la prochaine séance du conseil municipal. Nous arrivons à la période d'information et de rapport ou d'expression des membres du conseil. Alors, j'ai vu pendant la séance des gens qui souhaitaient s'exprimer à certains points. Alors, j'ai noté vos éléments. Alors, je céderai la parole à M. Yann Maisonneuve. Alors, M. Maisonneuve, la parole est à vous. Puis, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, juste lever la main. Ça pourrait faciliter l'identification. Merci, Monsieur le Président. En fait, j'aimerais juste prendre quelques instants pour soulever un point important de la séance de ce soir. On vient d'entériner à l'unanimité une lettre d'entente de la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, là, pour les autres, le SCFP. C'est les conditions de travail de plus d'une cinquantaine de professionnels. Le fait d'ajouter un corps de professionnels vient jouer un rôle important dans l'optimisation et dans l'efficience aussi des services qui sont offerts à notre population. Donc, j'en profite pour remercier et souligner le travail de la directrice des ressources humaines et de la directrice adjointe des ressources humaines, donc Mesdames Axam et Camisano, puis aussi toute leur équipe, puis dans le fond, tous les intervenants qui ont travaillé sur ce dossier-là. Je pense que c'est une entente qui mérite d'être qualifiée de gagnant-gagnant. Puis, il faut préciser que depuis 2018, on a eu 2 autres ententes signées ou de conventions, donc soit celle des brigadières, celle des cols blancs. Je pense que la preuve que l'administration est énergique, puis on est en mode solution afin de trouver des ententes qui prennent non seulement l'intérêt des employés et de l'administration, mais aussi l'intérêt de notre population. Puis moi, je vais vous dire ça, Monsieur le maire, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. Donc, merci. Très bien. Alors, maintenant, je cède la parole à M. Éric Fortin. Alors, la parole est à vous, M. Fortin. Oui, bonjour, M. le maire. En fait, je voulais juste faire part de ma très grande joie et surtout de mon enthousiasme concernant la construction de la future école dans mon quartier. Cette école-là aura une capacité d'environ 1300 élèves. Il faut savoir qu'après plusieurs années de croissance au niveau primaire, c'est maintenant au niveau secondaire que la croissance est la plus importante, avec une augmentation de plus de 800 élèves juste pour l'année 2019-2020. Et pour un total de 4000 élèves pour les 4 dernières années pour le centre scolaire des affluents. Donc, c'est une grosse augmentation. Cette école accueillera environ... Cette école accueillera les élèves des environs, et ce jusqu'à Urbanova. L'école et les parcs seront construits sur un terrain de 10 hectares, soit près d'1 million de pieds carrés, en incluant une portion du corridor de biodiversité qui sera intégrée à ce bel ensemble. La venue de cette école sur l'avenue Gabriel-Leroy en 2023 entraînera des besoins sportifs et récréatifs. L'aménagement d'un petit parc de détente ainsi que la construction d'un terrain de soccer synthétique éclairé dans l'année suivant la construction de l'école pourra répondre aux besoins immédiats. Par la suite, nous poursuivrons avec le grand parc municipal. Celui-ci sera doté d'infrastructures sportives telles que le terrain de baseball, terrain de tennis, patinoire, terrain de basketball, skatepark, chalet de service et enfin l'aménagement d'une piste d'athlétisme. Tous ces éléments combleront l'absence ou le manque de ce type d'équipement sur le territoire et permettra d'envisager l'accueil d'événements nationaux et de répondre aussi aux demandes et aux besoins des organismes locaux. Donc, c'est un bel avenir prometteur pour ce secteur. Donc, merci. Merci, M. Fortin. Alors, j'arrive à M. Simon Paquin.
Oui, je serai bref, Monsieur le maire. Dans le fond, en ce moment, la Commission du développement social et communautaire est à plancher avec la sécurité civile, la direction du loisir et de la vie communautaire aux façons de tenir, entre autres, la guignolée, mais entre autres les barrages routiers. Alors, ce que je peux confirmer, c'est qu'il y aura un barrage routier pour le comité d'aide au Lachenois le 21 novembre prochain à l'intersection Grande Allée Masson et sur le boulevard des Pionniers. Alors, j'invite la population, bien sûr, à préparer sa monnaie et des billets qui ne font pas de bruit au profit du comité d'aide au Lachenois. Et il y aura, dans les prochaines semaines, détails pour ce qui est de la guignolée là, du 5 et 6 décembre, qui aura lieu un peu partout sur le territoire de la ville de Terrebonne. On vous tiendra au courant via, entre autres, la page Facebook de la ville de Terrebonne et son site web. Merci, M. Paquin. Est-ce que j'ai d'autres intervenants pour les membres du Conseil à cette étape-ci? J'ai Mme Bellavance qui souhaitait s'exprimer, mais est-ce qu'il y en a d'autres, juste pour que je prenne tous les porte-paroles? Sinon, je vais fermer cette période-ci. On va passer au point suivant après Mme Bellavance. Ça va pour ça? Alors, Mme Bellavance, vous êtes notre dernière intervenante au point 20. Parfait. Monsieur le maire, vous savez que M. Saint-Pierre subissait une intervention chirurgicale aujourd'hui. Il m'a demandé de prendre la parole en son nom. Alors, vous savez que M. Saint-Pierre ainsi que tous les membres du Conseil travaillons très fort dans nos quartiers afin de bien représenter nos citoyens. Alors, il aurait reçu au cours des dernières semaines quelques appels concernant la visite de Mme Nathalie Lepage, présentée comme maire présente au porte du quartier 3 du secteur de la Plaine, alors que les conseillères municipales TS de Terrebonne, soit le secteur de Lachenay, et qu'en plus, elle ne pouvait répondre aux interrogations sur l'entente du dossier de Bradé, entre autres choses. Ils se disaient consternés par le fait que quelqu'un s'était présenté à leur porte en période COVID, alors que les citoyens que nous sommes habitués, alors que les citoyens sont habitués de communiquer avec M. Saint-Pierre pour toute question les concernant, notamment celui du dossier Bradé. Je crois, M. le maire, que par respect pour le travail de tous nos collègues, que si nous avions besoin de rencontrer des gens des autres quartiers, que nous aurions l'amabilité d'en aviser le conseiller concerné. Je crois que chacun de nous avons assez de travail avec nos citoyens de nos quartiers que pour les besoins de la cause, nous devrions nous concentrer sur nos propres citoyens. Merci, M. le maire. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons au point 21, donc la période des questions des élus du conseil municipal. Alors, quels sont ceux qui souhaiteraient poser une question? Et là, je veux m'assurer d'oublier personne, comme la dernière fois. Alors, je veux m'assurer que ceux qui veulent prendre la parole, alors je vais prendre tout de suite les noms des gens qui veulent poser une question. Alors, il n'y a pas de questions des membres du conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des rapports de président de commission? Alors, il n'y a pas de président de commission. Écoutez, M. Michaud, je vous ai posé la question, puis je l'ai dit assez clairement. Là, ça fait plusieurs séances là, que vous nous faites le coup d'attendre de voir. Là, je pense que c'était assez clair. Là. Écoutez, là, vous voulez poser une question, M. Michaud? Non, bien, je vais juste dire qu'en tant qu'élu de l'opposition, nous allons aller dans tous les quartiers. Nous allons faire notre travail, parce que c'est pas vrai que votre équipe représente 100% des citoyens. On représente tout. Il y a des gens qui ont voté pour nous dans tous les quartiers, puis on va les représenter, puis on va faire du terrain, on va aller les voir, on va faire des accroche-portes. Et je tiens à dire qu'il n'y a aucune opération qui était faite en contrevenant aux règles de la santé publique. Au contraire, la réaction ici démontre qu'on dérange et je trouve ça rassurant que l'opposition fait son travail à la ville de Terrebonne, puis on va continuer à le faire. C'est pas vrai que des petites interventions de même vont nous arrêter. Au contraire, on va continuer. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est ce qui complète les points 22. Il n'y a pas de nouvelles questions provenant des citoyens pour donc la deuxième période de questions. Nous arrivons au point 24, la levée de l'Assemblée, qui est proposée par M. Robert Brisebois, appuyé par M. Jacques Demers. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous pour cette séance du Conseil municipal. Merci.